Marisol Touraine, bonjour. Merci d'être ici ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Commençons par les questions qui fâchent. Cambadélis, nouveau patron du PS, vient de dire il faut qu'Aquilino Morel démissionne. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Il y a un article de presse Mediapart. Mediapart qui rapporte un certain nombre d'éléments concernant Aquilino Morel. Contrat avec un laboratoire pharmaceutique, chaussures, voitures. Certains qui ont trait avec l'Inspection générale des affaires sociales, dont Aquilino Morel est un membre. Il appartient à cette institution, l'IGAS, Oui. Mais vous êtes ministre des Affaires sociales. De donner les informations relatives à ce qui a été l'activité et le parcours d'Aquilino Morel dans cette administration. Et moi, je ne me prononce pas sur des articles de presse. Et donc, vous avez un nouveau patron du PS qui lui demande de partir. Très bien. Pour des raisons qui sont liées quand même à la cohérence de l'effort qu'on demande aux Français. Il appartient à l'IGAS de donner les informations relatives à la situation d'Aquilino Morel. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on trouve une autorisation prouvant, comme il le dit sur sa page Facebook, parce qu'il s'est expliqué sur sa page Facebook, qu'il avait une autorisation spéciale comme fonctionnaire de l'IGAS de travailler avec un laboratoire pharmaceutique. Je n'ai pas d'éléments pour rentrer dans le détail. C'est dommage ce matin. Je n'ai pas d'éléments, donc il appartient à l'IGAS, encore une fois, je me répète, mais il appartient à l'IGAS de mais est-ce que c'est la République exemplaire, ça sur, de voitures. Je ne sais pas, il est peut-être ciblé par Mediapart, mais est-ce que tout ça peut passer dans le contexte des 50 milliards que vous réclamez aux Français? Indépendamment de tout contexte, là, il y a un enjeu juridique, il y a une question d'appartenance à une institution de la République, l'IGAS, enfin, corps de la République plutôt, et donc l'IGAS va donner les informations nécessaires. Deuxième sujet, qui n'est pas non plus particulièrement joyeux, c'est 100 députés socialistes et de la majorité présidentielle qui écrivent à Manuel Valls en disant pas 50, 35. Autrement, peut-être ne voterons-nous pas ce qui va arriver au Parlement à la fin du mois. Alors, est-ce qu'il faut baisser Le plan d'économie de 50 milliards, il ne date pas d'il y a 2 jours, 3 jours. Il date d'il y a plusieurs mois. Le président de la République a annoncé, à plusieurs reprises d'ailleurs, mais de façon extrêmement forte et solennelle, le 14 janvier dernier, qu'il mettait en place un pacte de responsabilité, de solidarité qui s'accompagnait d'un plan d'économie de 50 milliards. Pourquoi ? Parce que on parle de ce chiffre comme si, au fond, il s'agissait simplement de rechercher des économies pour le plaisir de faire des économies. Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit de donner de la force à notre pays, de le rendre attractif, de le rendre compétitif, de faire en sorte que des moyens nouveaux soient apportés pour que l'emploi, la croissance soient au rendez-vous. Ça ne passe pas, Emmanuel, Christian Paul. Ce que je veux vous dire, c'est que les députés socialistes, mais c'est vous qui m'interrogez ce matin, Guillaume Durand, c'est que les députés socialistes n'ignoraient pas que ce plan serait annoncé. Alors maintenant, il y a le contenu du plan. Et je veux insister sur le fait que ce plan, il est pour l'essentiel assis sur des réformes de structure. Réformes de structure lorsque l'on parle de la réorganisation des collectivités locales et du paysage territorial. Cela fait des années que certains disent qu'il faut avoir le courage de regarder nos institutions territoriales, les communes, l'accumulation. Mais quand M. Goldberg, député de Seine-Saint-Denis, dit « je ne voterai pas », écoutez, la discussion, elle est ouverte. C'est ça le problème. Le plan, maintenant, on le connaît tous, elle est dans les journaux, on connaît le détail. Ce que je veux dire, c'est que on va pas voter. L'essentiel de ce plan, ce sont des réformes de structure sur les collectivités locales, sur la santé, sur la réorganisation de l'État à travers la réorganisation des agences. Ce que j'entends, c'est que les parlementaires évoquent une ou deux mesures qui sont bien spécifiques et qui concernent, pour l'essentiel, certaines prestations. Ils vont sans doute en discuter. Moi, j'ai reçu des parlementaires. Ça veut dire que la discussion ce matin est ouverte ? Certains vont discuter avec le Premier ministre. La discussion, elle est toujours ouverte. Mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif de ce plan. On va garder les 50 milliards en volume, mais sur certains aspects des prestations sociales ou en tout cas des catégories sociales, il y a des choses qui seraient négociables. Il faut d'abord discuter et rappeler ce qu'est l'objectif du plan.
parce que on a un peu le sentiment ces dernières heures qu'au fond, on est passé d'un moment où on expliquait qu'il fallait absolument annoncer le plan d'économie à un moment où on se dit mais ces économies sont-elles vraiment nécessaires? Moi, je veux rappeler que le cœur, la base de la politique qui est engagée aujourd'hui et qui d'ailleurs ne date pas de l'arrivée de Manuel Valls, qui date de plusieurs mois, voire du début du quinquennat, c'est vraiment de redonner de l'énergie, de la confiance à notre pays. On nous dit que les investisseurs ne veulent plus venir ou viennent moins facilement en France. On nous dit que les jeunes s'interrogent sur leur capacité à construire leur avenir professionnel dans notre pays. Et on sait que les jeunes, en particulier non qualifiés, mais pas seulement eux d'ailleurs, ont des difficultés pour trouver un emploi. C'est à cela qu'il faut s'atteler, favoriser l'investissement. Ça veut dire ce matin que l'endettement de la France ou la dépense sociale exagérée, ce ne sont pas des valeurs de gauche. La dépense exagérée n'a jamais été une valeur sociale, une valeur de gauche. Moi, je voudrais dire... c'est ce que... Non, c'est ce que pense la droite. La droite imagine... C'est ce qu'on a l'air de penser un certain nombre de députés socialistes. Je ne crois pas que ces socialistes défendent l'idée le gel des retraites, le gel du point d'indice des fonctionnaires. J'ai débattu avec beaucoup de ces parlementaires sur les réformes structurantes que je mets en place en matière de santé. Ils sont d'accord pour considérer qu'on doit réorganiser notre système en faveur de plus de proximité, moins d'hospitalisation systématique, moins de dépenses de médicaments avec des médicaments qui coûtent souvent trop cher, favoriser l'innovation, y compris dans la santé. Et je vais aujourd'hui à Lyon pour visiter une entreprise et un hôpital dans lequel on expérimente, on met en place des techniques d'opération pour le cancer de la prostate. Pour le cancer ou contre le cancer de la prostate, novatrices, innovantes, qui doivent permettre de mieux soigner et à terme de faire des économies. Donc c'est à cela qu'il faut s'attaquer. L'excès n'est bon en aucune manière. Et revoyons ensemble le calendrier. Ça veut dire que d'ici le vote, au 31 avril, il va falloir intensément que vous, que Bruno Le Roux et que Manuel Valls discutent avec eux pour qu'ils ne manquent pas de voix. Mais il faut toujours discuter. Parce que pour l'instant, il y a quand même clairement une fronde de gens qui ne veulent pas voter. Il faut toujours discuter, échanger, expliquer, écouter. Moi, j'ai rencontré, je vous le dis, j'ai commencé à rencontrer des parlementaires socialistes et les parlementaires... Le vote, je ne peux pas imaginer que des parlementaires socialistes qui ont entendu le président de la République annoncer le pacte de responsabilité, annoncer un plan structurel d'économie de 50 milliards, mettent en cause les orientations qui ont été ainsi fixées. Qu'il y ait des questions, des questionnements, des interrogations, des sujets de discussion, je peux l'entendre. Qu'il y ait des remises en cause de ce qui a été encore une fois annoncé très clairement, fermement, fortement par le président de la République, je ne peux pas l'imaginer. Est-ce que vous demanderiez... Aucune voix ne doit manquer pour soutenir cette orientation politique. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pensez ce matin que vous pourriez lancer un appel, vous et la majorité actuelle, justement à des gens de l'opposition, car il en existe, qui considèrent que ce plan d'économie est en tout cas un premier pas? J'ai entendu des voix qui se sont exprimées. Ça n'est pas un premier pas. C'est la différence avec ce que nous entendons. Est-ce que vous souhaitez que des gens de l'UMP, de l'UDI votent pour... Tous ceux qui sont prêts à soutenir cette politique de responsabilité et de réorganisation structurelle qui n'a jamais été menée dans notre pays sont évidemment les bienvenus. Lorsque j'écoute la droite, j'entends un discours plein de contradictions avec d'un côté ceux qui nous expliquent qu'on est loin du compte et que ça n'est pas suffisant, et d'autres qui prennent mesure par mesure et nous expliquent que ça n'est pas ce qu'il faut faire. Et donc c'est toujours ailleurs qu'il faut trouver les économies. Mais au fond, c'est assez normal de la part d'une opposition qui, lorsqu'elle était dans la majorité, n'a fait aucune réforme de structure, a laissé exploser la dette de notre pays, le déficit de notre pays, et a rogné les droits sociaux des plus Madame modestes. Touraine, est-ce que vous considérez que dans les semaines qui viennent se joue le quinquennat de François Hollande avec ce vote? Ce qui se joue, c'est... vous allez me dire c'est la France, c'est normal. Oui, mais je parle en termes politiques, dans l'entretien politique. Est-ce que vous considérez que le quinquennat de François Hollande se joue sur cette affaire? J'entends très régulièrement, comme je l'entendais d'ailleurs dans le passé pour d'autres quinquennats, que vient le moment crucial pour un quinquennat. C'est lui qui l'a annoncé lors de sa conférence de presse. C'est un moment de vérité. Et je crois que la France et donc les responsables politiques
ont rendez-vous avec l'avenir et avec le destin de notre pays. Notre pays, aujourd'hui, est dans une spirale économique qui n'est pas satisfaisante. Nous devons faire en sorte, encore une fois, de lui permettre de faire sauter les carcans qui existent, d'aller de l'avant avec confiance. Le mot-clé, c'est celui de confiance. Il faut rendre confiance dans l'emploi, dans l'activité, dans la capacité à créer de l'activité. Mais les gens peuvent avoir aussi... Cela, nous l'assumons. Le président de la République le porte avec beaucoup de courage, le Premier ministre aussi. Et moi, je souhaite que, évidemment, toute la majorité soit rassemblée parce que l'emploi des Français doit nous mobiliser. Je fais un point de vue, une parenthèse un peu ironique. C'est vrai que beaucoup de gens qui se sont défiés des fameux 75%, quand ils voient ce qui arrive avec Elinor Morel aujourd'hui, qui en est l'inspirateur, ça va les faire rire. Vous le savez, il est symbole, joue un rôle. Je ne veux pas revenir sur l'affaire. Mais enfin, l'homme qui trouve dans les travaux d'un prix Nobel cette idée qui en même temps... utilise les chauffeurs de l'Élysée pour sa vie personnelle, ce n'est pas un jugement de ma part. Ça va faire réfléchir les gens. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ça peut les faire réfléchir. Est-ce que vous considérez ce matin, par exemple, comme Montebourg, qu'il a dit devant les sénateurs qu'il faut revoir le salaire d'un certain nombre de banquiers dans ce contexte-là, justement, et il a cité des banques précises parce qu'ils sont à 10, 15, 20 ou 30% d'augmentation? La question des rémunérations est une question qui revient très régulièrement dans le débat public. Est-ce que Valls va l'examiner? Les rémunérations dans le secteur privé sont des rémunérations qui échappent au secteur, au pouvoir politique. Que dans la période, chacun, y compris dans le privé, fasse preuve de mesure et s'interroge sur la juste rémunération, pas seulement des banquiers. Crédit Agricole, plus 38%, Natixis, plus 14%, BPCE, plus 29%. Faire preuve de décence, faire et preuve de responsabilité. Est-ce qu'il faut que Manuel Valls s'en mêle? Lui qui est présenté maintenant comme une sorte de shérif autoritaire. L'ensemble des responsables politiques appellent les responsables les de banquiers. groupes, les banquiers, mais pas seulement les banquiers, aussi les industriels et tous ceux qui, dans le privé, distribuent des rémunérations extrêmement larges, à faire preuve de retenue, de décence, de maîtrise. Oui, nous le faisons. Régulièrement, nous constatons mais est-ce qu'il faut que l'État intervienne dans les sociétés où il a des participations pour dire ça suffit, stop? Là où il a des participations, il peut exprimer sa position et il le fait d'ailleurs. Moi aussi, je dis que nous sommes dans des temps difficiles. Les Français sont appelés à des efforts, pas à des sacrifices, parce que nous ne sommes pas dans une politique d'austérité, contrairement à ce que j'entends. Nous sommes dans une politique d'effort, de mobilisation. Il ne va pas y avoir de baisse de rémunération dans la fonction publique ou ailleurs. Il n'y a pas de baisse de prestations. Oui, ça n'est pas une baisse. Il n'y aura pas les fonctionnaires, ça fait 7 ou 8 ans. Il n'y aura pas €1 de moins sur les rémunérations. Et dans le même temps, pour les petits salaires, jusqu'à 1,3 fois le SMIC, il va y avoir une baisse des cotisations salariales qui va permettre aux salariés d'avoir environ 50 € de plus par mois. 50 € de plus, ça n'est quand même pas rien. Et c'est une action en direction des salariés modestes qui prouvent que ce gouvernement a une attention particulière pour ses salariés. Tout le monde connaît votre enthousiasme. Est-ce que vous n'étiez pas un peu gêné quand même de faire la potiche à côté de Manuel Valls annonçant le plan? Oui, j'ai vu vous étiez comme ça, tous au garde à vous, comme ça. Oui, non, mais j'ai vu ces commentaires. Mais au fond, ça n'est quand même pas la première fois que des ministres... Vous faites la potiche? Non, là, je vous remercie de considérer que je ne suis pas une potiche, mais ça n'est pas la première fois que des ministres se retrouvent autour du Premier ministre ou d'un président qui s'expriment sans qu'ils aient à s'exprimer. C'était une façon... en général, assis, à côté. Pas forcément, on était à côté. Ouais. C'était une manière de montrer que le gouvernement est un pack rassemblé et qu'au contraire... Mais qu'il n'y en a plus qu'un seul qui parle. Non, il y en a un qui parle, mais ça veut dire que d'autres avaient agi avec lui. Alors, je comprends bien que cette photo a été mal interprétée, donc il faudra sans doute en tirer des conséquences. Mais franchement, je peux vous dire que nous avons travaillé collectivement autour du président de la République, mais est-ce qu'on n'avait pas l'impression l'impression qu'aujourd'hui, toute la communication est avalée par Manuel Valls, qui est décrit déjà par les Guignols, je le disais hier, à Bernard Cazeneuve, qui est décrit comme une sorte de Clint Eastwood de la gauche. Il faut régner l'ordre dans la communication et maintenant circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est pas si mal Clint Eastwood, mais hier il y a c'est pas très à gauche. Non, ça je vous le concède volontiers, mais ça fait du bon cinéma. Mais il y avait à Matignon une réunion de ministres, où la parole était politique.
libre, animé. Et c'est aussi ça. Donc il est l'homme de la situation. Je trouve qu'aujourd'hui, le gouvernement est rassemblé derrière un Premier ministre déterminé, pugnace, et c'est ce dont nous avons besoin. Merci beaucoup Marisol Touraine. Bonne journée à vous. Bonne journée.